Si vous avez atterri ici, c'est que vous êtes intéressé de près ou de loin par les métiers du test. Peut-être que vous travaillez dans la tech, peut-être que vous pensez à vous reconvertir ou peut-être que vous êtes simplement intrigué par un métier qui est peu connu du grand public, mais qui devient de plus en plus incontournable. Au sein de la tech même, on entend beaucoup de choses sur le métier d'analyste qualité. Mais quelle est la réalité de ce métier ? Les testeurs sont-ils les ennemis ou les alliés des développeurs ? Est-ce que c'est réellement un métier qui ne discrimine pas ? Combien ça gagne ? Quelles sont les possibilités d'évolution ? Dans Calisti, je tenterai de vulgariser toutes les questions liées au métier d'analyste qualité, et tout ça avec des invités incroyables. Je m'appelle Nankeda, actuellement test lead dans une entreprise du service numérique, et je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Michel Seban, merci d'échanger avec moi, je suis vachement contente d'enregistrer cet épisode. Comment ça va déjà ? Merci de penser à moi pour parler de ce sujet, et ça va très très bien. On démarre l'année avec plein d'étoiles dans les yeux et plein d'étoiles alignées, donc on est sur un sujet qui est brûlant, la version, voilà. À l'heure où on parle des retraites, avant de parler de la réforme de retraite, il faudrait parler de comment les gens peuvent poursuivre et maintenir une carrière professionnelle longue. Et aujourd'hui, la carrière professionnelle longue passe par la reconversion automatiquement, parce que si on ne s'adapte pas au métier qui se crée, on est sûr que ce métier un jour ou l'autre va disparaître. Donc il faut anticiper le mouvement et prendre son avenir en main. Et prendre son avenir en main, ça veut dire rebondir d'un métier à l'autre pour être toujours bankable, toujours avoir toujours de l'employabilité, parce que c'est ça qui est important. C'est pas tellement d'avoir un emploi, c'est d'avoir de l'employabilité. Et entre ces deux mots, il y a une racine commune, mais il y a une différence qui est énorme. Avoir un emploi, c'est ponctuel, c'est un état à l'instant T. Avoir de l'employabilité, c'est de l'avenir. Avoir de l'employabilité, c'est quelque chose qui doit être la volonté de chacun de se maintenir justement en étant bankable sur le marché de l'emploi, pour être sûr de pouvoir travailler longtemps et pour être sûr d'avoir son régime de retraite à plein, même si on prolonge jusqu'à 64 ans. La question, c'est pas pourquoi je vais passer de 62 ans, c'est comment travailler jusqu'à 64 ans. Aujourd'hui, c'est ça la question qui se pose vraiment. Le débat est faussé, à mon avis. Aujourd'hui, c'est comment je fais pour travailler jusqu'à 64 ans. Et sans me reconvertir, il y a quasiment aucune chance. Ouais. Donc, le sujet est pour nous, porteur de plein d'espoir, de plein de solutions, surtout, et pragmatiques. Pas des solutions théoriques, des solutions à long terme, des solutions à aujourd'hui. Comment je fais ? Mon emploi est menacé, ou je sens qu'il va l'être, même s'il n'est pas tout de suite, je sens qu'il va l'être. Comment je prends les devants pour faire en sorte de conserver mon employabilité et voire de la développer. Donc je reprends, on est sur un sujet brûlant et qui intéresse 26 millions de personnes. Du coup, on va te présenter un petit peu. Donc, tu es le PDG du groupe Fitech, qui propose des formations pour se reconvertir dans les secteurs numériques. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas et qui ne connaissent pas Fitech, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours et comment tu as été amené à créer Fitech ? Voilà. Alors, si je parle de la création de Fitech, on va me prendre pour un dinosaure. Non. Puisque on a créé Fitech avec mon frère en 1989. Ok. Donc, ça fait quelques années qu'on arpente le bitume avec une raison d'être simple et unique, qui est comment faire en sorte que sur des métiers en tension, donc des métiers pour lesquels il y a plus d'offres d'emploi que de gens compétents et disponibles, on puisse payer de la compétence pour satisfaire aux besoins des entreprises. C'est-à-dire qu'on ne fait pas que former, mais on forme pour une raison bien précise, qui est permettre à des entreprises de recruter de nouvelles compétences. C'est ça, notre métier. Donc on a très peu, paradoxalement, de salariés en formation, on a beaucoup de demandeurs d'emploi. Parce que souvent, pourquoi ? Parce que les gens attendent d'être dehors pour penser à la reconversion. Oui. Mais je pense qu'il y a une réflexion à avoir sur le fait d'essayer de s'en préoccuper tout en étant en poste. Quand on voit que son poste commence à battre un peu de l'aile,
et qu'on commence à avoir une visibilité restreinte sur son avenir, c'est là qu'il faut commencer à penser reskilling ou reconversion. Alors la différence entre reskilling et reconversion, parce que nous on fait du reskilling, elle est fine mais elle est intéressante. Reconversion pour moi, c'est je passe d'un métier à l'autre, mais dans le nouveau métier, je ne me sers pas de ce que j'ai appris dans l'ancien métier. Exemple, c'est le plombier qui devient chauffeur de taxi. Ça, c'est une reconversion. C'est-à-dire que en tant que chauffeur de taxi, il n'a pas besoin de ses compétences de plombier. Ouais. Nous, on fait du reskilling, c'est-à-dire que on forme des gens pour accéder à un nouveau métier, mais on se sert quand même des compétences qu'ils avaient avant. C'est-à-dire que toi, par exemple, tu es devenu responsable test ou qualification logicielle, mais on s'est servi quand même de ton background métier qu'il y avait avant. On t'a juste appris un nouveau métier, mais en te servant des compétences antérieures. Donc c'est ça qu'on appelle le reskilling, c'est-à-dire remise en compétences, mais sans en se servant quand même de ton parcours et de tout ce que tu avais fait avant. Ouais. Et c'est ça qu'on essaie de faire beaucoup. Donc on pas tellement la reconversion totale, c'est-à-dire de passer de plombier à chauffeur de taxi. Ben, si on peut le faire, mais c'est compliqué. Notamment pour être intégré dans le métier cible, je crois beaucoup à l'évolution. Et notamment le digital nous permet ça. C'est-à-dire que le digital, c'est quoi? C'est la digitalisation d'un métier, de toute façon. Oui. Le CRM est la digitalisation du métier de commercial. Oui. Oui, je veux dire. Eh ben donc, on a une opportunité pour un commercial de devenir consultant CRM parce que c'est dans la lignée, il va se servir quand même de tout son background de commercial pour aider les entreprises à implémenter un CRM. Donc, il est très important d'évoluer, mais sans perdre ses acquis. C'est ça qu'il y a. Ouais. Perdre ses acquis, mais pour aller vers des choses plus actuelles, plus bankable, qui développent plus d'employabilité. Et pour ça, il nous faut, voilà, on fait 3 choses. On identifie des métiers en tension, on recherche des recruteurs avec des vraies intentions d'embauche, et ensuite on recherche des candidats qui seraient d'accord, moyennant une formation, pour faire ce métier. Et on réunit les deux. On les met en relation, qu'ils se trouvent, et que le recruteur permette au candidat de se former pour l'embaucher. Ouais. Donc ça va plus loin que juste de former les gens. C'est leur faire changer de vie. C'est autre chose. C'est autre chose. C'est ambitieux, mais j'aime bien les choses ambitieuses. Non, il faut. Voilà, je n'aime pas faire comme tout le monde. Donc, je n'ai pas voulu faire un centre de formation classique qui fait des stages, on s'inscrit, on se forme, voilà, ça donne une compétence supplémentaire. Non, j'ai envie de changer la vie des gens. Okay. En bien sûr, changer la vie des gens pour qu'ils soient mieux avant Fitech qu'avant. Après Fitech avant. D'ailleurs, c'est ce qui explique en fait le fait que les formations que propose Fitech soient moins longues. Étant donné qu'on est dans le cadre d'un reskilling qu'une reconversion totale qui forcément va prendre beaucoup plus de temps. On n'est pas une école, on fait même l'inverse d'une école. Oui. Quoi? Une école, tout le monde part avec le même âge quasiment, avec le même niveau de formation initiale, fait le même cursus, et puis après tout le monde se disperse. Oui. D'accord? Tout le monde va faire sa vie. Nous on fait le contraire, on prend des gens qui ont des vies complètement différentes, qui ont des âges différents, qui ont des cultures différentes, qui ont des formations différentes, et on va tous les former pour qu'ils fassent tous à la fin le même métier. Oui. Ouais, c'est ça, c'est l'inverse d'une école. On rassemble des gens venus de partout, mais pour qu'in fine, ils fassent le même job. Oui. Parfois même dans la même entreprise, mais parfois dans des entreprises différentes, mais le même job. Et c'est ça qui est intéressant dans notre démarche, mais parce que on s'adresse à des gens qui sont déjà rentrés dans le monde du travail. Bien sûr. Ils n'ont pas 2 ans à perdre pour aller faire un master ou quelque chose comme ça. Il faut qu'ils soient très vite opérationnels sur le nouveau métier. Donc on est sur un format de 3 mois de formation. 3 mois, c'est à la fois court et long, tout est relatif, mais c'est suffisant pour apprendre un nouveau métier quand on a certains prérequis liés à ce métier. Et ça permet donc de changer de métier tout en n'interrompons pas vraiment sa vie professionnelle en l'interrompant sur une partie très courte. Oui. Tout le monde peut investir 3 mois pour changer de vie. Complètement. Tout le monde ne veut pas s'arrêter 2 ans de travailler. Exactement. Ou 1 an. C'est parfois très compliqué. Donc il a fallu créer un format qui n'a rien à voir avec le format des écoles, qui est un format réservé à des gens qui sont dans le milieu professionnel et qui veulent y rester et qui n'ont pas ni le temps ni l'envie, d'ailleurs, de s'arrêter 2 ans pour changer de métier. Il faut qu'ils changent vite
Donc nos formations sont pas des formations théoriques, sont des formations pragmatiques, centrées uniquement sur une question. Est-ce que à la fin de cette formation, je serai capable de faire le job? Oui. C'est tout ce qui nous intéresse. Et normalement, j'en ai témoin, à la fin de la formation, on est capable directement d'aller chez un client pour faire notre métier. Ok. Et c'est ça qui est fort. C'est d'être opérationnel tout de suite. Ok. Là, aujourd'hui, c'est quoi justement l'état du recrutement dans le numérique? Aujourd'hui, il y a une énorme pénurie, c'est-à-dire que aujourd'hui, les acteurs du monde du numérique qui sont, on va les classer en 3 catégories. Il y a les grandes entreprises qui ont des grosses DSI avec des gros besoins. Il y a les ESN qui sont prestataires de services auprès des entreprises de services numériques. Et puis il y a les startups, des gens qui démarrent directement dans le numérique et dont le but n'est que de créer de la matière numérique. Et ces 3 acteurs font en fait un appel d'air terrible de compétences digitales sous plein de formes, parce qu'il y a plein de métiers dans le digital. Tout le monde pense surtout aux développeurs. Développeurs, c'est 10% des emplois dans le digital. 90%, ça va être du technico-fonctionnel, ça va être de la gestion de projets, ça va être de l'implémentation d'applications. Les développeurs, donc dans le digital, il y a énormément de métiers qui se créent tous les jours et avec un gros appel d'air. Et les écoles ne peuvent pas suivre. Le monde évolue à une telle rapidité qu'un cursus scolaire de 5 ans, on peut pas le modifier tous les 3 mois. Quand il est établi dans une école, il est établi pour les 10 ans à venir. Nous, on réagit quasiment au mois le mois. C'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui créer une filière de formation qui n'existait pas sur un métier qui s'est créé il y a 6 mois. Et parce que il manque du monde. Nous, ce qui est clair, notre point d'entrée, c'est les métiers en tension. Notre point d'entrée, c'est quel est le métier sur lequel il y a des gens qui veulent recruter, il y a des besoins de main-d'œuvre, et il n'y a pas les gens. Il n'y a pas la main-d'œuvre existante. Ou alors, si elle existe, elle est salariée, elle est déjà en poste. Donc, il n'y a pas de nouveau. Donc là, il faut fabriquer. Quand il manque de la compétence, il n'y a qu'une seule solution, c'est en fabriquer. En partant de gens motivés, disponibles, qui ont envie de s'accrocher à ce nouveau métier, et en les formant. Et c'est là qu'on crée les futurs consultants ou les futurs acteurs du digital, là où il en manque. S'il n'y a pas de pénurie, il n'y a pas de formation. Ou s'il y a une formation, si vous voyez un métier sur le site de devenez.fr, c'est que ce métier, on cherche du monde. Et tout le monde en cherche. Comme on veut arrêter que les ESN se piquent des consultants les uns aux autres, c'est des chaises musicales, en fait. Le consultant, il était là, après il va à côté, et tout ça n'en crée pas. C'est-à-dire que j'ai débauché 2 personnes de mon confrère pour les ramener chez moi, et il y a peut-être un autre mec qui m'a débauché 2 personnes pour les amener chez lui. Vous en avez gagné le bilan des courses, on est revenu à 0. Alors que quand je prends un demandeur d'emploi ou un salarié qui fait un autre métier, que je le reconvertis, ça fait vraiment plus 1. Bien sûr. Et nous, ce qui compte, c'est faire des plus 1, plus 2, plus 10, plus 1000. Là où il en manque. Et quand il en manque plus, on arrête. On n'a pas fini de travailler. Ça c'est clair. Évidemment, il y a des tas de métiers qui n'existaient pas. Le test, on a créé la première formation sur consultant qualification logicielle. En 2000, personne n'avait pensé à créer un cursus de formation qui fabrique des testeurs, qui fabrique des gens qui vont faire de la qualification fonctionnelle d'application. Il n'y avait pas. C'était les développeurs qui testaient eux-mêmes, on s'improvisait testeurs. Il n'y avait pas de normes ou de règles pour dire voilà les méthodes, les process, la technologie, le comportement à avoir pour faire ce métier. On l'a créé. Tout métier, c'est 3 briques. C'est des process et des méthodes, c'est de la technologie, c'est du comportement. Mais dans nos formations, on a essayé d'intégrer toujours ces 3 briques qu'à la fin de la formation, la personne soit opérationnelle sur son métier. Génial. Et en principe, ça marche. Ah bah ça fonctionne. Ça fonctionne. J'en ai le témoin vivant. Entre autres. Quelques autres personnes qui ont fait le même pas. Ah non, c'est clair que ça fonctionne et c'est hyper
Enfin, on a un gros boom, et en fait, je le vois autour de moi, vraiment. Alors, effectivement, de passer par un centre de formation comme FITech, enfin, ça permet de changer de vie, littéralement. Mais je le vois, ne serait-ce que dans mes mentions LinkedIn, j'ai énormément de demandes, alors que avant, effectivement, de passer par du reskilling, personne ne venait me chercher. Donc c'est clair qu'il y a un gros besoin aujourd'hui, et il faut pouvoir trouver des candidats pour pouvoir intégrer ce secteur. Bon, alors parmi les gens qui nous écoutent justement, peut-être qu'il y en a parmi eux, parmi elles, qui ont envie de se reconvertir vers le métier d'analyste qualité, vu que c'est ce dont il s'agit aujourd'hui. Ils entendent parler de FITech. Quel va être le processus pour pouvoir être formé chez FITech? Alors, la première condition, c'est d'être volontaire. Ouais. On n'a jamais porté quelqu'un à nous faire, c'est d'être volontaire. On a un métier, on essaye de le décrire, en tout cas, on sait qu'il est pénurique, donc on sait qu'on a besoin de monde dessus, et notre message, d'ailleurs, si on a appelé notre société devenez.fr, c'est pas pour rien, le mot est bien choisi. Le mot, en tout cas, veut dire ce qu'il veut dire, c'est devenez. C'est-à-dire, est-ce que vous avez envie de devenir quelque chose, professionnellement parlant? Là, c'est la première étape, être volontaire. Donc, porter sa candidature. Je veux devenir consultant, analyste qualité. De là, on va faire une première sélection. Alors, c'est pas une sélection recrutement, c'est pas une sélection sur profil, c'est juste de vérifier que la personne a bien les bons prérequis pour faire ce job. Si on parle d'analyse qualité, les prérequis sont très simples. C'est de savoir parler, écrire en français, avoir une culture et un sens de la rigueur et de l'organisation, parce que c'est un métier qui demande énormément de rigueur et d'organisation. C'est pas, tiens, je vais tester au hasard comme ci, comme ça. Il y a des méthodes, il y a ce qu'on appelle un plan de test. C'est-à-dire que on doit planifier les choses, on doit les vérifier, on doit vérifier que quand, voilà. Donc il y a tout un processus dans ce métier qui est à respecter. Il y a des méthodes, des process, des outils à manipuler. Voilà, il faut juste qu'on s'assure que la personne puisse suivre la formation. Ne rentre pas en formation au bout d'une semaine, dire attends, je comprends rien, je suis. Donc on vérifie juste ça. Et ensuite, il faut convaincre un recruteur, donc un acteur de ce métier, que moyennant une formation, on va être pertinent. Notre candidature va être pertinente. Et là, donc, on organise des job dating pour présenter des candidats à des recruteurs, pour qu'ils se trouvent, pour que le recruteur puisse se dire oui, cette personne, moyennant la formation de FITech dont je connais parfaitement le contenu, bien sûr, cette personne, on peut en faire un analyse qualité de qualité, justement, et je peux l'embaucher derrière. Et une fois qu'ils se sont trouvés, là, il intègre un cursus de 3 mois de formation, où on va retrouver ces 3 briques, process et méthode, technologie, comportement, et au travers de ces 3 briques de formation, on va rendre les gens opérationnels sur ce métier. De façon à ce que quand ils intègrent l'entreprise, ils sont comme n'importe quel salarié, ils savent faire le job, et donc ils peuvent directement être envoyés en mission. Donc c'est ce qui arrive à 99% de nos stagiaires. Dès qu'ils sortent de formation, ils sont directement intégrés sur des missions d'analyse qualité, et ils font leur nouveau boulot directement. Et c'est leur vie qui change. Parce qu'effectivement, non seulement dans cette histoire, tout le monde a gagné quelque chose. Le recruteur, il a gagné sur un marché pénurique un nouveau consultant qu'il a choisi pour sa personnalité, et qui est formé, compétent, qui sait utiliser les outils, et qui connaît le métier. Donc il récupère une perle rare. Bah oui. Le candidat, lui, il n'a pas perdu sa journée non plus. Il a trouvé une formation, un nouveau métier, des certifications et un CDI. Et au-delà de tout ça, il a surtout retrouvé de l'employabilité. Ouais. L'employabilité, ça veut dire que cette personne, normalement, ne cherchera plus que le travail. C'est le travail qui va venir le chercher, du fait de sa nouvelle compétence. Voilà. Pôle emploi, qui est notre partenaire pour justement prêcher la bonne parole auprès de ses candidats, Pôle emploi se débarrasse d'un chômeur, et il est très content aussi, parce que le métier de Pôle emploi, c'est de ne plus voir les gens.
C'est pas de les garder longtemps, c'est de ne plus les voir. Donc Pôle emploi est content, et nous on fait notre métier de formateur, et on est content aussi de le faire. Oui. Donc tout le monde gagne. C'est clair. Il n'y a pas de quelqu'un qui a utilisé l'autre pour faire quelque chose. Non, tout le monde a gagné quelque chose. Alors, on parle de formations qui sont payantes. Donc, oui. En tant que, voilà, on va y venir. Qui sont, je dirais même, qui sont chers. On est sur des métiers techniques où on a besoin de formateurs experts dans leur domaine. Qui dit formateurs experts dans leur domaine, dit formateurs, qui coûtent cher. Donc la formation coûte cher, il faut la financer, mais on a aussi des solutions de financement. C'est-à-dire qu'on appelle aussi aucun stagiaire ni aucune entreprise ne paye quoi que ce soit. C'est Pôle emploi qui finance. Là, pour donner un ordre d'idée, comment moi, en tant que candidate, je me remets dans la peau d'une candidate, je vais pouvoir financer ma formation si je passe par Pôle emploi? Qu'est-ce que je vais devoir faire? Non. Première règle, c'est de s'inscrire à Pôle emploi. Oui. Donc, ça, à partir du moment où on est disponible, on peut s'inscrire, n'importe qui, indemnisé ou pas, peu importe. Inscrire à Pôle emploi. Postuler sur le site Devenez, choisir la formation ou le métier qui nous intéresse et puis porter sa candidature. Et si on a trouvé l'entreprise, cette entreprise va finaliser le projet par une promesse d'embauche. Oui. Et c'est cette promesse d'embauche qui sert de ticket d'entrée et de financement de la formation, puisque grâce à cette promesse d'embauche, c'est là où Pôle emploi accepte de financer la formation du demandeur d'emploi parce que elle est sûre de ne plus le revoir à la fin des 3 mois. Oui. Parce que il a cette fameuse promesse d'embauche qui garantit à Pôle emploi que le problème de ce chômeur est réglé. Oui. Après, pour les salariés, par exemple, donc s'ils ne sont pas inscrits à Pôle emploi par définition, pour les salariés, il y a aussi des systèmes, des dispositifs de financement qui existent, et c'est via son entreprise qui peut financer sa reconversion, tout en restant salarié. C'est ce qu'on appelle la transition professionnelle, et donc ce qu'on appelait avant le fonds GESIF, le congé formation. Là, par ce dispositif, on peut aussi se faire financer une formation de reconversion tout en étant salarié de l'entreprise. Faut le savoir. Oui. Souvent, les salariés ne savent même pas qu'ils peuvent changer de métier sans changer de boîte. Après, à la fin de leur formation, ils ont 2 solutions, soit réintégrer leur société mais avec un nouveau poste, donc par exemple dans le test, ou alors quitter leur société pour aller dans une autre société qui aurait besoin de leurs nouvelles compétences. Ouais. Non, c'est vrai que en plus la formation, là j'ai l'impression qu'avec le CPF, on en a pas mal entendu parler, il y a eu pas mal de communication dessus. Mais là, c'est en train de se restreindre. Oui, parce qu'on a beaucoup abusé. Oui, mais oui, il y a eu tellement d'abus. Forcément, il y a un peu moins de communication dessus et on ne pense pas au fait exactement ce que tu viens de dire, on ne pense pas du tout au fait de pouvoir valider déjà, d'une part, ce qu'on sait déjà faire. En France, on aime beaucoup les diplômes, on aime beaucoup, montrer que effectivement on a les compétences pour, donc on n'y pense pas forcément. Et on ne se dit pas qu'on peut continuer être dans un cursus exprès formé pour s'adapter au format de l'entreprise, parce qu'on a quand même des responsabilités au quotidien, on a pas mal de choses à faire, donc on ne se dit pas qu'on peut avoir du temps qui est aménagé pour pouvoir continuer à se former. Donc c'est vrai que c'est assez important de le rappeler. On n'oublie pas les étudiants aussi. Oui. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a 3 catégories de personnes en France qui peuvent être à même de se reconvertir. Il y a les demandeurs d'emploi, pour eux c'est parfois même une nécessité, parce que s'ils restent longtemps au chômage, c'est que la compétence qu'ils ont actuellement ne suffit pas ou n'est plus bankable, comme on dit. Donc pour eux c'est nécessaire. Il y a des demandeurs d'emploi, il y a des salariés qui, soit par choix ou par nécessité, ont besoin de se reconvertir. Soit j'ai fait le tour de mon métier, je m'ennuie. On parle beaucoup de bore-out en ce moment, c'est-à-dire de gens qui s'ennuient au travail parce que ils ont fait le tour, c'est répétitif et ils ont envie de faire autre chose. Donc ça serait par choix ou par obligation. On annonce un plan de licenciement, on annonce un plan de départ volontaire, des choses comme ça qui font où l'entreprise passe le message à certains de ses collaborateurs en disant on va plus avoir besoin de vous bientôt. Oui. Donc là, par nécessité, donc les salariés, il y a 2 options, par choix ou par nécessité, de se reconvertir. Les demandeurs d'emploi, là c'est souvent par nécessité,
Hein, et il faut qu'ils se reconvertissent parce que s'ils restent longtemps demandant un emploi, c'est que leur compétence n'est pas vocable. Oui. Et puis aussi, tous les étudiants, et là, on a un vrai problème en France, c'est la déconnexion entre les programmes étudiants et le monde du travail. Oui. Donc beaucoup d'étudiants suivent 5 ans de formation, obtiennent un Master 2 pour s'entendre dire à la sortie « Mais madame, vous n'avez pas d'expérience, je ne peux pas vous embaucher ». Et donc, les étudiants, après 5 ans d'études, ou 3 ans, ou 2 ans, peu importe, se retrouvent quasiment sans emploi, sans débouché professionnel réel, parce que ils n'ont pas une brique métier. Oui. Ils ont une grande culture, ils ont un diplôme, ils ont un état de l'art d'un sujet, marketing, finance, tout ce que vous voulez, mais ils n'ont pas de métier. Oui. Ils ne savent pas faire quelque chose de précis. Et donc, ils ont du mal à se faire embaucher. Donc souvent, on conseille aux étudiants de passer par un SAS formation métier, comme celui de Citec ou autre d'ailleurs, je ne me mets pas en exclusivité sur ce sujet, mais de passer par un SAS de formation métier pour, au-delà de leur diplôme, acquérir une vraie certification professionnelle, et là qui permet de travailler tout de suite. Et donc ces 3 catégories de personnes, mais qui représentent tout le monde, je trouve, salariés, chômeurs, étudiants, on est tous, voilà, il reste les retraités, mais sinon on est tous là-dedans. Tous ces gens-là sont concernés, à un niveau ou à un autre, et pour une raison ou pour une autre. Donc c'est quand même beaucoup de monde. Et c'est aussi le moyen de garantir la pérennité de son activité professionnelle. C'est ça qui est important. C'est pas qu'est-ce que je fais aujourd'hui, c'est aussi qu'est-ce que je vais faire demain. Et quand je vois que le poste que j'occupe commence à avoir moins de valeur, moins d'impact, ou commence justement, souvent à cause de la digitalisation, à être menacé. Oui. C'est-à-dire que le phénomène paradoxal, c'est que la digitalisation fait perdre des emplois. Et c'est son but. Quand on crée la déclaration d'impôt en ligne, alors on trouve ça génial, parce qu'on dit, voilà, je vais déclarer directement mes impôts en ligne. On oublie qu'on a supprimé tous les emplois des gens qui saisissaient votre feuille d'impôt écrite, manuscrite, que vous envoyiez avant. Il y avait tout un tas de gens qui la saisissaient. Eh ben, le fait de digitaliser les impôts a supprimé les postes de ces gens-là. Oui. Parce que, évidemment, que si tout le monde déclare lui-même ses impôts en ligne, eh ben, les gens qui saisissaient les feuilles d'impôt n'ont plus de raison d'être. Eh ben, ceux-là, il faut qu'ils se reconvertissent. Tout à fait. Eh ben, nous, ce qu'on propose même, c'est qu'ils viennent, à moyennant une reconversion, venir participer à l'élaboration du site de déclaration d'impôt en ligne. Ils sont très bien placés, ils ont de très bons prérequis. Bien sûr. Puisqu'ils ont saisi pendant parfois des années des déclarations en ligne, donc ils savent exactement comment concevoir ce site de déclaration d'impôt en ligne. Vous voyez comment ça marche la digitalisation? Ça supprime des emplois pour en recréer dans le digital. Et pour ça, il faut une formation. Oui. La personne qui saisissait les déclarations d'impôt en partant du papier pour les rentrer dans le système, elle n'est pas apte à concevoir le site de déclaration d'impôt en ligne si on la forme pas. Bien sûr. Donc voilà à quoi on sert. D'accord. Bon, en tout cas, c'est une réponse qui est très complète. Très complète. J'aime les choses pragmatiques. Non, mais c'est important. Visualiser, donc comprendre pourquoi. Ouais. Et c'est vrai que la digitalisation, même si on lui donne toutes les valeurs parce que ça simplifie la vie, ça facilite les choses, etc., n'oublions pas que c'est le principal outil de suppression d'emplois en France. Ils sont créatrices. Donc moi je vois le côté création d'emplois parce que il y a une pénurie de gens pour faire le job au niveau du digital, mais n'oublions pas que le digital a pour but de supprimer des emplois. Ouais. Mais aussi pour nous faciliter la vie d'une certaine manière. Mais en termes de balance d'emploi, chaque fois qu'on crée quelque chose de digital, on supprime des emplois de ceux qui le faisaient manuellement avant. Comme dans l'industrie, où quand on a mis des robots, ça a supprimé les postes d'ouvriers. Ouais. Dès que les robots ont remplacé les ouvriers, aujourd'hui, le digital remplace les employés. C'est ça. Et maintenant, il faut des personnes pour réparer ces robots. Voilà, donc après, il fallait des personnes pour concevoir les robots dans l'industrie. Oui, pour remplacer les hommes. Maintenant, il faut des personnes pour concevoir le digital qui va remplacer les employés qui faisaient les choses à la main. Tout à fait. Et en fait, c'est ça le sens de l'histoire. C'est ce qu'on appelle l'évolution. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? On n'est pas là pour juger, mais on est là pour s'adapter. On est dedans, donc on n'a pas trop le choix, d'autres choix que de s'adapter. Pas le train.
comme personne n'a pu arrêter l'industrialisation et l'automatisation dans l'industrie, personne n'a pu l'arrêter. Et au contraire, elle continue encore. Personne ne va arrêter la digitalisation des métiers. Personne ne va arrêter le fait qu'on va digitalisation. C'est-à-dire que l'avenir des feuilles d'impôt, c'est pas de revenir au papier, c'est de démultiplier la déclaration en ligne. Vous êtes d'accord? Donc, voilà. Donc il faut s'adapter à l'évolution, et s'adapter à l'évolution passe parfois, et même pratiquement obligatoirement, par une reconversion. Parfois on croit que ce qu'on fait, ça, c'est sans limite. Ça va durer tout le temps. Et puis un jour, on vous annonce qu'il y a un plan social. Et là vous dites, mais pourquoi plan social? Bah oui, on a tout digitalisé, donc là, tous les gens qui faisaient des choses à la main, on n'en a plus besoin, puisque maintenant c'est un ordinateur qui va le faire à leur place. Et souvent on s'y attend pas. On se dit, mais c'était très important ce que je faisais. Oui, mais maintenant, un système digital fait ce que tu fais, il le fait mieux que toi. Il ne trompe pas, il a pas sommeil, il est pas fatigué, il travaille 24 sur 24, il a pas besoin de RTT ou de congé. Exactement. Il faut que du temps. Donc il est meilleur que toi pour le faire. Donc toi, on n'en a plus besoin. C'est terrible de dire ça, c'est abominable quand on le voit comme ça froidement de loin. Mais c'est le sens de l'histoire. Comme on a dit à un moment aux ouvriers, ça sert à rien que tu mettes la roue toi-même dans la voiture à la main. Il y a un robot qui va mettre la roue et qui va visser tous les boulons. Et il va le faire mieux que toi, ça va être vissé au millimètre près, ça va être nickel. Alors que toi, des fois, t'es fatigué et tu visses mal. Et lui, il vissera bien. On peut pas arrêter ça. On peut pas arrêter ça. Ce qu'on peut, c'est passer de l'autre côté de la barrière. Et je vais apporter encore plus de valeur ajoutée parce que c'est quelque chose que je maîtrise déjà. Dans les années 50, on a remplacé des hommes par des robots. Aujourd'hui, on remplace des employés par des systèmes d'information, par de l'intelligence artificielle. On se rend compte que l'ordinateur peut raisonner plus vite et plus efficacement que l'humain. Ça peut faire peur, ou ça peut, au contraire, donner des idées. Regardez à des gens qui vont faire des Uber, qui vont faire des Facebook, qui vont faire des Google, alors que c'est des choses qui, il y a 30 ans ou 40 ans, personne n'y pensait. Aujourd'hui, c'est multinational. Ce sont des monstres. Parce qu'il y a des gens qui ont su saisir ces opportunités de changement et d'évolution. C'est ça. Faut savoir s'en servir. Et c'est sans fin. Et c'est sans fin. Lutter contre ne sert à rien. Ça sert à rien. Aller avec, s'intégrer dedans, se mettre en ordre de marche pour suivre l'évolution du progrès, là c'est intelligent et c'est productif. Râler contre la digitalisation ne sert à rien. C'est comme râler contre l'industrialisation. Dans tous les cas, ça va arriver, donc bon. Voilà. Autant prendre le pli et puis faire au mieux. Et puis savoir comment tirer mon épingle du jeu de ces nouvelles opportunités. Et le voir comme une opportunité et non pas comme une fatalité. Oui. Surtout, beaucoup de gens voient la digitalisation comme une fatalité. C'est vrai que la fille qui s'est la feuille d'impôt, elle se dit c'est une fatalité, c'est terrible, on m'a supprimé mon travail. Donc elle voit plutôt tout ce qu'il y a à faire encore pour améliorer le système de déclaration d'impôt en ligne. Ça c'est beaucoup plus parlant, comment aider les gens à le faire eux-mêmes, plutôt que de dire c'est une fatalité, on m'a supprimé mon travail. Non, donner un autre. Après c'est vrai que quand on a la tête dans le guidon, on se rend pas compte justement, c'est faire cette démarche de je prends du recul, je regarde the bigger picture et je vois effectivement où sont les opportunités. On le fait pas naturellement, après c'est normal, c'est notre quotidien. On a tous l'impression de subir. Oui, c'est ça. Quand on attaque ce que vous êtes en train de faire et qu'on se dit ce que tu fais c'est plus très utile maintenant parce qu'on a moyen de le faire mieux et plus rapidement. On se dit on m'en veut. Vous voyez, on le prend comme une attaque personnelle, comme dire mais attends, ça veut dire que je le faisais pas bien. Non, ça veut dire que c'est le sens de l'histoire. De la même façon que l'ouvrier qui mettait les roues de la voiture, il le faisait très bien. Mais bon, on a trouvé quelque chose qui le fait tout seul. Donc, et souvent mieux. Donc, autant le voir comme une opportunité de faire autre chose. La reconversion n'est pas une fatalité, c'est une opportunité. Les entreprises vont pouvoir développer leur activité dans le digital et c'est aujourd'hui là où il y a des besoins.
là où il y a le besoin. Et il y en aura de plus en plus. De plus en plus. Là, vu notre utilisation honnêtement de tous les outils numériques, je ne vois pas retourner en arrière. Voilà, on voit pas le truc s'arrêter. C'est comme ça. Après, il y a ceux qui ont compris, comme toi, saisissent la balle au rebond et s'en servent pour évoluer, pour gagner en employabilité. Et puis il y a ceux qui vont râler, mais ils vont râler pour rien, parce que il n'y a pas de retour en arrière possible. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il faut y avoir des paliers. On va se calmer un peu comme la voiture autonome. On calme les choses, parce que tout est prêt, hein. Aujourd'hui, tout est prêt pour qu'il n'y ait plus de chauffeurs dans les voitures. Mais on va un peu se calmer, parce que là, c'est peut-être... Ça va un peu vite. Ça va un peu trop vite. Mais aujourd'hui, je ne vois pas comment les capteurs et les robots, la technologie qui est aujourd'hui en place, peut être moins efficace qu'un chauffeur qui, lui, veut s'endormir, peut dormir, peut boire, peut être distrait par quelque chose, et peut créer un accident, alors que les robots, ils sont distraits par rien du tout. Quand on dit c'est pas fiable la voiture autonome, c'est pas que c'est pas fiable, c'est que culturellement, on s'attaque à un morceau qui est très important et puis énorme, mais techniquement, on est parfaitement point. Demain matin, on pourrait remplacer tous les chauffeurs. Demain matin, on va appeler un Uber, il y a une voiture qui va arriver, il y aura personne dedans. Elle va vous amener où vous voulez. Mais ça a déjà commencé d'ailleurs, aux États-Unis. Ils ont commencé des essais, des tests. C'est pour ça que je dis techniquement, on est au point. Après, le problème de la culture. Est-ce que je monte dans une voiture où il n'y a pas de chauffeur? Aujourd'hui, je monte déjà dans un métro où il n'y a pas de chauffeur. On est d'accord. Je monte dans un métro et j'ai pas peur. Je monte dans un métro, il n'y a pas de chauffeur dedans. Et j'ai pas peur. Est-ce que demain, je vais monter dans un Uber où il n'y aura pas de chauffeur? Là, pour l'instant, peut-être que tout le monde ne montera pas dans la voiture. Mais, en fin de compte, c'est le sens de l'histoire. Je ne vois pas comment demain, l'avenir n'est pas d'appeler un Uber et qu'il n'y ait personne dedans. Que la voiture arrive, qu'on monte dedans, qu'elle nous amène où on veut aller, et qu'il n'y ait pas de chauffeur. Parce que c'est vrai que conduire est une perte de temps, hein, pour tout le monde. Vous imaginez un voyage en voiture Paris-Lyon où les 4 sièges sont face à face? Et puis je pense que c'est ça l'avenir. C'est qu'on ira de Paris à Lyon en voiture avec les 4 sièges face à face. Mais tout ça, on revient à notre poste d'analyste qualité. Oui, avant qu'on laisse une voiture prendre la responsabilité de vie humaine à l'intérieur, et avec un ordinateur qui va commander tout, on a intérêt à tester 2-3 trucs avant. Vous voyez ce que je veux dire? On a intérêt à faire 2-3 tests. Pourquoi on aura besoin de consultants en qualification logicielle? Pour être sûr que quand les 4 personnes s'assiront dans la voiture sans que personne touche le volant, la voiture va pas s'encastrer contre un platane. Pour ça, il faut des testeurs. Donc on en a besoin. Trop. Parce que pour ça, imaginez toutes les dérivées qu'il peut y avoir à la fonction de testeur qualité, c'est-à-dire au sens qualité. Souvent les gens qualité pensent haut de gamme ou non, qualité c'est j'écris ce que je fais et je fais ce que j'ai écrit. C'est-à-dire que c'est de vérifier que l'outil fait bien ce qu'on lui a demandé de faire. Lui. Rien que ça, c'est un vrai métier. C'est un vrai métier. Et surtout quand il y a des enjeux de sécurité, de bugs, parce que imaginez une application informatique utilisée par, imaginez le centre reprenons notre truc de déclaration d'impôt en ligne. Quand il n'est pas testé et qu'il y a un bug, il y a 20 millions de personnes au moment de déclarer leur bug qui vont vivre ce bug et imaginez les débordements et ce que ça peut engendrer comme catastrophe simplement parce que l'outil n'a pas été suffisamment testé pour vérifier que dans tous les cas de figure, ça fonctionnait. Et qu'il n'y ait pas une erreur 404 qui vous saute à la figure alors que vous êtes en train de déclarer vos impôts et qu'il y a 10 millions de personnes qui se retrouvent avec une erreur 404. Voilà, donc c'est le métier de testeur encore de bien beaux jours devant lui. Mais c'est top parce que je vais avoir beaucoup d'exemples à donner parce que j'ai beau essayer quand on me demande ce que je fais, j'essaie d'expliquer ce qu'est la qualité. Donc je donne quelques exemples, mais si je repose cette question à la personne à qui je l'ai dit une semaine plus tard, elle sera incapable de me dire
ah oui, mais en fait, tu fais ça. J'ai eu l'exemple quand j'ai lancé le podcast. J'ai quelques amis qui m'ont fait des retours en me disant, ah, mais ça y est, je comprends enfin ce que tu fais. Parce que du coup, tu m'avais expliqué analyse qualité et je voyais pas du tout. Donc là, c'est stop parce que je vais avoir un tas d'exemples et qui sont très très parlants, quoi. Oui, parce que en vrai, c'est ce qu'on appelle la non-qualité. Ouais. La non-qualité, ça veut dire que c'est pas bon. Ça veut dire que c'est une consonance sale ou moche ou pas beau. Non, non-qualité, c'est juste que quelque chose qui a été fait pour obtenir un certain résultat, on ne l'obtient pas. Ben ça, c'est de la non-qualité. Juste de ne pas obtenir le résultat attendu, c'est de la non-qualité. Ouais. Et pour beaucoup de gens, c'est pas ça, parce qu'on fait un amalgame entre qualité et haut de gamme. Oui. Voilà, un hôtel de qualité, c'est un hôtel de 5 étoiles. Non, dans l'informatique, tous les hôtels de 1 étoile à 5 étoiles peuvent être de qualité ou pas de qualité. Oui. Et ça n'a pas de rapport avec la gamme de l'hôtel. C'est juste que, est-ce que la promesse que je fais au client, elle est bien tenue? C'est aussi simple que ça. Mais souvent, on croit que dans l'appréciation, c'est subjectif, la qualité. C'est pas subjectif. Au sens digital du terme, la qualité, c'est quelque chose de très objectif. C'est un résultat. Oui, j'ai pas. Ok. Alors bon, je vais revenir un peu sur la partie reconversion. Non, pas tant que ça. Je pense que non, je vais garder. Ça, c'est hyper intéressant parce que au moins le format du podcast, on a le temps d'approfondir un petit peu. Mais oui. Enfin, du coup, je reviens un petit peu en arrière. Quand on est en reconversion, on se sent pas forcément légitime pour pouvoir négocier son salaire, par exemple auprès d'une ESN, ce qui nous emploiera après. Est-ce que tu as des conseils justement pour pouvoir le faire, et puis sur quoi on peut se baser, quoi? Voilà, parce que il y a un mot qui est fort qu'on utilise souvent, c'est d'ailleurs c'est une question que pose le recruteur, quelles sont vos prétentions salariales? Oui. C'est fort ce mot, prétention. Oui. Il est intéressant, on va m'arrêter dessus 2 minutes. Quand vous changez de métier, vous êtes donc, malgré toute votre expérience, sur le métier cible, vous êtes quand même junior. Oui. C'est la première fois que vous allez le faire. Donc, quand on vous dit quelles sont vos prétentions, comment pouvez-vous en avoir? Prenons mon cas. Je veux me reconvertir en tant que plombier. Moi, j'aime bien le métier, on m'a proposé une formation pour devenir plombier. Ok, j'ai accepté, j'ai envie d'être plombier. Quelles sont mes prétentions salariales en tant que plombier aujourd'hui? Pas grand-chose. Je n'ai aucune prétention, je ne sais même pas le faire. Donc, le conseil que je donne, c'est oubliez vos prétentions. Le salaire est une conséquence, c'est pas un droit. Donc, intégrez le métier, travaillez dedans, faites vos preuves, montrez que votre reconversion est réussie. Une reconversion réussie, c'est quoi? C'est quelqu'un qui peut prendre le poste et le prendre avec efficience, avec résultat, avec avec qualité, justement. Une fois que vous en êtes là, vous allez comparer votre salaire à ceux des autres, en fonction de leur ancienneté, de la qualité de travail qu'ils fournissent par rapport à la vôtre, et là, vous aurez une situation. Et normalement, vous n'avez même pas à le demander. La société qui vous emploie le verra aussi, votre niveau de compétence par rapport aux autres, aux anciens, aux seniors, etc. Et là, le salaire s'aligne. Vous voyez ce que je veux dire? Dans un sens ou dans l'autre, mais il s'aligne. Le problème en France, c'est qu'on n'a pas le droit de baisser un salaire. Vous savez, ça c'est légal. Oui. On ne peut que l'augmenter. Donc, il vaut mieux partir bas. Et moi, je déconseille à tout le monde de négocier un salaire élevé au départ. Plus vous négociez un salaire élevé au départ, plus vous vous mettez une pression terrible en période d'essai. Parce que si je paye quelqu'un 70 ou 80 000 euros dès le départ, il a plus le droit à l'erreur. Bien sûr. Ah bah oui. Si vous demandez 80 000 euros, faire un job, m'attends pas à ce que vous voyez une erreur par semaine, il faut 0 erreur. Or, quand vous démarrez sur un métier, il faut vous tromper. Bien sûr, c'est comme ça qu'on apprend. Le meilleur système d'apprentissage, c'est l'erreur. Ouais. Il n'y a pas meilleur système d'apprentissage que de se tromper. Donc, en négociant un salaire bas, ça vous donne le droit à l'erreur. En négociant un salaire haut, vous vous enlevez ce droit à l'erreur. C'est terrible de s'enlever ce droit à l'erreur. Alors, soit vous êtes très sûr de vous, et jouez la carte, mais
je ne vous conseille pas, sur un métier dans lequel que vous allez découvrir, en fin de compte, se dire, non, là, je ferai pas d'erreur. Qui peut dire ça? Moi, est-ce que, en tant que plombier, je peux dire, aujourd'hui, je ne ferai aucune erreur de plomberie? Non, je ne peux pas le dire. Ou si je le dis, je mens. Et je veux dire, donc, je me laisse le droit à l'erreur. Donc, je vais prendre le salaire que l'entreprise va me proposer, en disant merci, et je vais voir combien d'erreurs je vais faire. Et le jour où je fais plus d'erreurs, là, même l'entreprise le verra. D'ailleurs, je n'ai même pas besoin de lui dire. On va rehausser mon salaire à celui qui fait le job sans erreur. Mais en attendant, j'aurais eu le droit à l'erreur, puisque comme j'ai eu un petit salaire, j'aurais eu le droit de me tromper plus. Ouais. C'est ça l'avantage du petit salaire, c'est votre droit à l'erreur. Si vous négociez un salaire où vous vous enlevez le droit à l'erreur, et donc vous vous mettez en danger d'être évacué en période d'essai. Parce que vous aurez fait une erreur, et compte tenu de ce salaire-là, cette erreur n'est pas tolérable. Exactement. Donc au revoir. Le salaire est une conséquence de ce qu'on fait. C'est pas un droit. C'est pas parce que j'ai gagné X milliers d'euros par mois en tant que PDG de Fitech que je dois légitimement avoir ce même salaire en tant que plombier. Non. Non. Je gagne. Si je change de métier, il faut que je regagne cette légitimité, il faut que je regagne ce niveau de salaire par mon efficience, par mes résultats, par mon efficacité. C'est ça qui va me redonner une autre salaire. C'est pas parce que je l'avais avant. Ça, c'est que je change de métier, je repars pas à zéro. Parce que, évidemment, l'employeur va tenir compte quand même de mon expérience. Même si je suis un plombier débutant, j'étais chef d'entreprise. Donc, peut-être qu'il y a des qualités qui vont me servir dans mon métier de plombier. Et je veux dire, des humaines, des qualités relationnelles, tout ça c'est à prendre en compte. Donc on va pas me proposer le SMIC. On va me proposer un peu plus. Mais le reste, il va falloir que je gagne par l'efficience que je vais montrer sur mon nouveau métier. Donc, arrêtons de parler de salaire en reconversion, de salaire de départ, d'embauche. Regardez par contre quels sont les salaires moyens des gens déjà compétents sur ce métier. Ça, c'est intéressant. De savoir, une fois que j'aurai acquis une vraie compétence et une vraie expérience dans le métier, combien je suis susceptible de gagner. Et là, il suffit de voir les grilles de salaire des gens compétents et disponibles dans le métier cible dans lequel je me suis inscrit. C'est-à-dire combien gagne un consultant qualification logicielle expérimenté. Si ce salaire vous intéresse, il faut y aller. Et pas le demander dès le départ. Mais vous savez que vous avez un salaire médian que vous pouvez atteindre rapidement. Ok. Donc pour résumer, tout simplement, regardez un peu sur le long terme, dans 1 an, dans 2 ans, qu'est-ce que j'aurai à... C'est ce salaire-là qui est intéressant. Voilà. C'est le salaire moyen des gens qui font ce métier depuis 1 an ou 2 ans. C'est celui-là qu'il faut regarder et non pas celui qu'on va vous donner au départ. Celui qu'on va vous donner au départ, considérez que c'est un salaire pour apprendre. C'est pas un salaire pour produire. Parce que vous allez continuer à apprendre, malgré la formation, vous allez continuer à apprendre en entrant dans votre entreprise. Donc, quelque part, l'entreprise aussi participe à votre évolution. Il est normal qu'elle en tire un profit. Le profit qu'elle tire, c'est en vous payant moins cher. Un peu moins cher. Pour vous donner ce droit à l'erreur, et ce droit à l'apprentissage. C'est-à-dire que ça vous donne aussi les moyens d'apprendre, parce qu'un junior, on va le mettre collé à un senior. Donc ça veut dire que, pour que vous puissiez travailler, il va vous falloir quelqu'un qui vous accompagne. Vous payez par votre petit salaire une partie du salaire de celui qui vous accompagne aussi. Oui, parce qu'il a passé du temps avec vous. Bien sûr. Donc, faut bien. C'est exactement comme l'alternance en fait. Souvent quand on fait de l'apprentissage ou de la professionnalisation, on l'accepte. Bon, alors après quand on sort d'études c'est un peu différent parce que c'est les premiers salaires donc on le voit peut-être différemment, mais pour quelqu'un qui aurait déjà une vie professionnelle, qui aurait par exemple 30 ans et qui déciderait de repartir sur de l'alternance, voit effectivement sa rémunération relativement basse, qui est autour du SMIC par rapport à ce que la personne pouvait gagner avant, et va se dire oui effectivement quand même c'est un peu exagéré parce que là je travaille comme un employé classique, mais j'ai pas le même niveau de rémunération, alors que c'est pas vrai. Et en fait, je paye mon droit à l'apprentissage. Voilà. Je paye mon droit, je paye le fait d'apprendre mon nouveau métier. Exactement. Et de mobiliser des gens
en interne, des tuteurs, des seniors, etc., qui vont m'apprendre mon métier. Je paye, avec ma baisse de salaire, je paye une partie de ces salaires de ces gens-là. Exactement. Et dont j'ai besoin, parce que je peux pas avancer tout seul. J'ai besoin d'accompagnement. Eh ben, je paye cet accompagnement. C'est pour ça que l'apprenti gagne peu. Il gagne peu parce il paye aussi la partie du salaire des gens qui sont chargés de lui apprendre. C'est ça. Donc il y a une logique dans tout ça qu'il faut accepter. Et puis après, quand lui-même sera formé opérationnel, eh ben là, il va gagner plus. Et il pourra même former d'autres personnes. Voilà, il peut former d'autres personnes. Ils paieront une partie de son salaire par leur salaire à eux. Oui. C'est ça. Je pense qu'on arrive un petit peu sur la fin de l'épisode. Est-ce que tu as des questions pour moi déjà? Non, je sais pas, est-ce que ça te convient, ce qu'on s'est dit? Est-ce que ça apporte quelque chose? Oui, je pense que, en fait, je reçois beaucoup de questions, justement, sur le parcours que j'ai eu, comment se former, comment démarrer en tant que QA. Donc, c'est l'une des principales raisons pour lesquelles je me suis dit, bon, je vais m'adresser à quelqu'un dont c'est un peu le métier, qui est spécialiste là-dedans. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai été contactée. Paradoxalement, je ne connais rien au métier de QA. Sur la formation en tout cas. Je l'avais. Je sais ce qu'il faut apprendre. Je connais l'état du marché. C'est-à-dire, je sais qui a besoin de quoi. Et globalement, ce que on demande à un consultant, par contre, voilà, je vois ça. Mais justement, j'ai peut-être un œil sur le marché beaucoup plus pertinent parce que je le vois un peu comme l'entraîneur par rapport à son équipe de foot. Il voit des choses que les joueurs ne voient pas. Parce que justement, il a le recul de voir les choses depuis l'extérieur du terrain. On voit parfois des choses que sur le terrain on ne voit pas. Ouais. Et c'est le côté externe justement par rapport au métier me permet d'avoir une vision beaucoup plus grand angle, de voir les choses de manière beaucoup plus globale que celui qui est dedans et qui fait le job. Ouais. Lui voit le job qu'il a à faire, sa mission, etc. Moi, je vois tout. Je suis un peu comme un observateur, comme l'entraîneur qui voit les joueurs évoluer sur le terrain. Il voit celui qui est mal placé, celui qui a pas fait la bonne passe au bon moment, l'organisation qui est perfectible, etc. C'est un peu comme ça que je me situe. Ok, je pense que c'est un peu ça aussi. Ça intéressera tes auditeurs. J'espère aussi. Au moins que ça les fera réfléchir. On aura gagné si simplement ils réfléchissent à leur situation personnelle. Ouais. Où j'en suis dans mon parcours, où j'en suis dans mon évolution, dans mes aspirations, surtout qu'est-ce que j'ai envie de faire demain. Est-ce que là, il n'y a pas un sujet ou quelque chose, une réflexion à avoir sur moi-même, sur mes ambitions, sur ce que je veux devenir, pour garantir la pérennité de ma vie professionnelle. Ouais. Ok, bon, on arrive sur la fin, du coup, où est-ce qu'on peut te suivre, Michel? Est-ce qu'on peut te suivre sur LinkedIn, sur Instagram, sur TikTok? Sur LinkedIn, j'écris peu, mais j'essaye d'écrire pertinent. J'essaye, hein. C'est pas toujours. Mais sinon, devenez.fr, qui est un site aujourd'hui magique pour la reconversion. C'est là où on va trouver sûrement son bonheur. Il y a des métiers en tension, il y a des opportunités d'y aller, il y a des recruteurs derrière. Je conseille vivement aux gens d'aller jeter un coup d'œil sur les métiers qui peuvent l'intéresser. Et puis surtout, notre but, c'est d'être force de proposition. Surtout. Beaucoup de gens disent oui, reconversion, oui, j'aimerais bien. Je m'emmerde dans mon boulot ou j'ai fait le tour. J'aimerais bien faire autre chose, mais quoi? Sur une majorité d'ailleurs de personnes, je sais que je suis capable de faire mieux, de faire plus grand, de faire plus intéressant, de faire plus de sens, mais je sais pas où. Ouais. Je sais pas. Nous, on est là pour proposer des choses, être force de proposition. Après, on n'est pas les seuls et il y a d'autres endroits où, mais déjà, en tout cas sur le digital, s'il y a un métier qui est en tension, il est sur le site devenez.fr. Ok, donc devenez.fr et puis Michel Seban sur LinkedIn. Avec grand plaisir. Ça marche. Merci beaucoup Michel pour ta disponibilité et puis on aura certainement l'occasion de se recroiser. Avec grand plaisir.
dire. Et bon parcours à toi. Merci beaucoup. Fais de belles choses comme tu es en train de le faire, c'est très très bien. Merci. T'es sur la très bonne voie. Merci beaucoup. Okay. À plus, salut. Ciao, ciao. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, parlez-en autour de vous. C'est le bouche à oreille qui permet de faire connaître un podcast. C'est un métier qui mérite d'avoir plus de visibilité, selon moi, et vous pouvez m'aider justement à le faire connaître. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et laissez-moi une petite note sur Apple Podcast, 5 sur 5 de préférence. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien.